Dans la nuit immobile, Londres s'endort sous une bruine fine qui colle aux vitres. Les pavés humides renvoient des reflets tremblants, et chaque maison semble refermer sur elle un secret. C'est là que commence l'histoire. Non pas celle que l'on raconte aux enfants, mais celle qui murmure derrière les rideaux, une version que personne n'ose chuchoter. Car il existe un garçon qui ne grandit jamais, un être aux yeux trop clairs et au sourire qui n'atteint pas vraiment l'âme. On croit le connaître parce qu'on a vu ses aventures peintes de couleurs vives, avec des rires légers et des promesses d'éternelle jeunesse. Mais ce rire n'est qu'un écho, un son creux, comme une porte qui claque dans un couloir vide. La vérité, elle, se cache derrière les ombres. Imaginez un instant la chambre des Darling. Wendy, John et Michael dorment profondément, la respiration paisible, bercée par le tic-tac régulier d'une horloge qui scande l'avancée de la nuit. Un souffle étrange soulève la poussière, presque imperceptible, avant que la fenêtre ne s'ouvre dans un grincement discret. Il n'y a pas de vent, pourtant le rideau frémit comme sous l'effet d'une main invisible. Une silhouette glisse à l'intérieur, ce n'est pas un intrus ordinaire. Il n'a pas d'âge, pas vraiment de corps, juste un contour d'enfant trop léger pour être réel. Ses pieds effleurent le plancher sans bruit. Il n'est pas venu par hasard. Il connaît la maison, les recoins où s'accrochent les rêves d'évasion. Il s'approche des lits et le silence se tend. Ses yeux brillent d'une curiosité cruelle. Peter. Le nom semble inoffensif, presque doux. Mais cette douceur est un leurre. On pourrait croire à un visiteur de conte, un compagnon d'aventure, alors qu'en réalité, il chasse. Chaque nuit, il rôde entre les cheminées, cherchant ceux dont le cœur balance entre l'enfance et le désir d'échapper aux règles. Il tend un piège invisible, des mots qui sonnent comme une promesse, voler, découvrir, régner sur un monde sans parents ni devoirs. Mais à bien y écouter, sa voix ressemble davantage à une incantation qu'à une invitation. Elle fait vaciller la prudence, déracine la peur. Qui, en pleine nuit, suivrait un étranger jusqu'à l'inconnu sans que quelque chose d'irréel, de surnaturel, ne pousse à franchir la fenêtre? Ce n'est pas de la simple persuasion, c'est un charme. Dans un souffle, il éveille les désirs endormis, quitter les contraintes, s'évader, redevenir maître de ses rêves. Et l'enfant qui entend cela oublie l'essentiel, la chaleur du foyer, le retour possible. Car Peter ne revient pas. Il n'amène jamais personne à bon port. Ce qu'il promet se paie cher. Un envol vers un lieu où le temps se défait, mais aussi où l'on cesse d'être soi. Neverland, ce mot qui sonne comme une chanson, est en vérité une île affamée. On la peint souvent comme un paradis, lagon turquoise, bois féerique, rire qui résonne entre les arbres. Mais c'est un piège, un décor mouvant bâti sur l'oubli. Chaque minute qui passe ronge la mémoire de ceux qui y atterrissent. Les rires deviennent mécaniques, les visages se brouillent, les souvenirs de la maison s'effacent jusqu'à ne plus savoir d'où l'on vient. Peter veille à ce que ce processus soit total. Quand un garçon commence à changer, à sentir le poids des années, son regard se fait soudain plus froid. Barry, dans le texte original, n'a pas eu peur d'un euphémisme brutal. Quand ils semblent grandir, Peter les éclaircit. Finds them out. On ne sait pas ce que ces mots cachent exactement, mais on sait qu'après, ils ne sont plus là. Mort, exil, dissolution pure, personne ne revient pour le raconter. Ce pouvoir effrayant, Peter l'exerce sans état d'âme. Il est joueur, mais ses jeux ont le goût du sang quand on gratte la peinture. Souvenez-vous de Hook, ce pirate qu'on a appris à haïr comme s'il incarnait la menace adulte. Pourtant, un détail cloche dès l'origine. D'où viennent les pirates si l'on ne grandit pas dans Neverland? Qui étaient-ils avant de brandir sabre et crochet? Peut-être des garçons autrefois charmés par le rire clair de Peter, puis rejetés quand leur enfance a fané. Hook pourrait être l'un d'eux, rescapé d'un charme funeste, décidé à briser le cycle. Son raffinement, son éducation anglaise, son obsession à traquer Peter, tout cela ressemble moins à la vengeance aveugle qu'à une mission désespérée. Car Hook sait ce que les autres ignorent. L'éternité que promet Peter est un mensonge. La jeunesse qu'il offre est artificielle, entretenue par un sacrifice constant, celui de l'identité et peut-être de la vie même. Peter ne se contente pas d'emmener les enfants. Il les dépouille peu à peu de leur substance pour nourrir l'île et son propre nonage. Et ce sourire qu'il affiche, qu'on croit malicieux, n'est que le masque d'une faim plus ancienne que lui. Les fédés qui l'entourent, les sirènes qui chantent dans les criques, ne sont pas bienveillantes. Elles sont complices d'un ordre qui dévore ceux qui l'attirent. Tout commence donc cette nuit-là, dans le frisson presque imperceptible du rideau. Les enfants dorment encore, inconscients du marché implicite qui s'ouvre devant eux. Peter approche et l'air change. Ce n'est pas un rêve, c'est une prédation douce, presque tendre. La fenêtre n'est plus une simple issue, c'est un seuil vers l'oubli. Ceux qui le franchissent pensent fuir les limites, mais ils pénètrent dans une prison sans barreaux, construite sur la promesse d'un jeu qui ne s'arrête jamais. Et quand le jeu ne cesse pas, on ne grandit jamais, mais on ne vit pas non plus. Dans l'obscurité qui succède à l'irruption silencieuse, il reste toujours un parfum de poussière et de cendre, une trace presque électrique dans l'air, qui trahit la magie employée. On s'imagine la scène, mais on ne l'entend pas. Un rire trop clair étouffé d'un doigt, sur les lèvres, un murmure qui ne ressemble pas à une voix humaine, plutôt à un chant venu d'un ailleurs boisé, humide, nocturne.
Le charme agit en profondeur, dans la fêlure des rêves d'enfant, là où le désir d'évasion s'entremêle à l'angoisse d'être vu, compris, retenu. Peter, lui, sait où appuyer. Il sait comment effacer la gravité des corps pour que l'illusion de voler paraisse naturelle, presque inévitable. Mais l'apesanteur n'est pas la liberté, c'est une suspension du jugement. Quand le plancher s'éloigne et que la ville devient un échiquier de toits et de fumée, il n'y a plus de loi que celle du guide. Et le guide, c'est lui. Alors commence la lente amnésie, d'abord réconfortante. On oublie les devoirs, les leçons, les attentes, puis les voix, les visages, les noms. Ce n'est pas brutal, c'est doux comme une sieste au soleil, et c'est précisément pour cela que la chute est imperceptible. Neverland accueille comme une mer qui n'a jamais existé, avec ses grottes marines qui pulsent au rythme d'une marée capricieuse, ses clairières où l'ombre tremble plus que la lumière, ses couloirs de lianes qui se referment derrière les pas. Les enfants s'y émerveillent, persuadés d'avoir trouvé un pays qui les comprend. Mais ce pays ne comprend rien, il consomme. L'île semble respirer et chaque inspiration lui arrache un souvenir de plus. Les garçons rient aux éclats, se battent avec des bâtons, s'inventent des royaumes, puis, sans s'en rendre compte, recommencent la même scène le lendemain, piégés dans une boucle où seul Peter varie, perché au bord de la crique ou au sommet d'un mât abandonné, vigilant, presque jaloux. Il n'aime pas quand vient la nuance, quand la voix change, quand le regard se fait plus grave. C'est le signe du temps, ce qu'il est par-dessus tout. L'enfant qui s'éveille à lui-même devient un défaut dans la toile de son royaume. Alors Peter resserre les mailles. On chuchote qu'il met des barreaux aux fenêtres, métaphore devenue parfois métal. Non pour empêcher l'intrusion, mais pour retarder la sortie. Il observe les maisons, les mères au regard brûlé d'inquiétude, les pères qui restent tard, immobiles, à fixer des cadres vides. Il connaît cette douleur, ou plutôt, il la reconnaît sans la ressentir. Elle lui sert. L'instant où les genoux cèdent, où la voix se brise, où l'on comprend que l'absence n'est pas une bouderie mais un gouffre, c'est là qu'il desserre l'étreinte sur les barreaux, comme pour se donner le droit de dire « Voyez, je n'enferme personne ». La vérité s'inverse d'elle-même, il suffit d'avoir retardé, d'avoir épuisé. Ce mécanisme, Hook l'a compris. Le pirate, caricaturé en grand fauve grotesque, est en réalité un homme qui a trop vu. Il a connu la promesse et la morsure. Peut-être fut-il un enfant rieur coiffé d'un chapeau trop grand, peut-être a-t-il, lui aussi, suivi la ligne verte du ciel jusqu'à l'île. Quoi qu'il en soit, le voilà maintenant caressé par la brutalité d'une logique adulte, celle qui nomme les choses, qui pèse les actes, qui s'excuse encore de survivre. Si son obsession semble monomaniaque, c'est qu'il n'y a pas de paix tant que l'illusion règne. Les autres pirates le suivent avec une ferveur incrédule, comme s'ils pressentaient que leur existence dépend d'un duel qui les dépasse. On se demande souvent pourquoi l'homme au crochet croit entendre un tic-tac là où il n'y a que de l'eau et des herbes hautes. Mais le temps, pour lui, n'est pas une horloge, c'est un rappel. La mesure implacable qui ramène tout à la finitude et qui, par contraste, dévoile le scandale de l'éternité forcée. Le crocodile n'est pas un monstre, c'est un verdict ambulant. Chaque seconde avalée, chaque battement sec, dit à Hook qu'il a raison de ne pas se rendre. On raconte qu'un jour, sur le pont d'un navire qui craquait comme un arbre sous la tempête, Peter lui a pris la main avec la légèreté d'un danseur et l'a jeté à la gueule béante du reptile. Un geste presque gracieux, d'une cruauté parfaite assortie d'un rire qui n'appartenait à personne. Ce rire n'avait pas de chaleur, pas d'écho humain. Il sonnait comme le métal heurté. Derrière ce rire, il y a un secret plus ancien, celui de l'ombre. L'ombre de Peter n'est pas soumise. Elle ne se laisse pas recoudre comme un bouton qui manque. Elle se tend, se tord, se débat, cherche l'angle pour s'échapper. Dans l'obscurité, elle bouge un peu avant lui, comme si elle savait où aller, ou comme si elle refusait de suivre. Une ombre, c'est le reflet de l'âme quand la lumière devient témoin. Si l'ombre ne veut pas, si elle repousse le fil et l'aiguille, si elle se décroche au moment de l'étreinte, alors quelque chose cloche au plus profond. On dirait que Peter a séparé ce qui fait tenir un être, mémoire, remords, attache, pour ne garder que la coque brillante, l'insouciance. Mais l'insouciance sans fond n'est pas une vertu, c'est une absence. Wendy, elle, le sent. Quand ses doigts frôlent cette matière frileuse, presque vivante, elle comprend à demi-mot que recoudre l'ombre, ce n'est pas réparer, c'est forcer. Coudre l'âme à un corps qui ne la mérite plus. Pourtant, elle essaie parce que l'enfance chez elle n'est pas une fuite, c'est une loyauté. Et c'est précisément ce que Peter suspecte qu'il redoute. La loyauté mène au retour. Le retour brise le sort. Alors, il détourne, divertit, étourdi. Il parle de sirènes aux yeux pâles, de grottes où tintent des clochettes invisibles, de duels à l'aube où le sang ne tache jamais les mains. Il promet du danger sans conséquence, des pleurs sans douleur, des adieux sans perte. Il promet l'oxymore. Les garçons, pris dans la spirale, se laissent courfaçonner. Ils se répartissent des rôles qui leur vont d'abord comme des costumes, puis deviennent des peaux, l'archer, l'éclaireur, le conteur, le frondeur. À force de jouer, ils ne savent plus qui les regarde derrière le masque. Parfois, l'un d'eux s'arrête, s'assoit au bord d'un tronc poli par les vagues et cherche un prénom dans la mémoire. Celui de sa sœur peut-être, ou de son chien,
ou le nom d'une rue. Il tremble. À l'instant où l'éveil menace, Peter apparaît, lumineux comme un éclat de mica, et la scène change. Il raconte une histoire où la peur devient rire, il dévoile l'inquiétude en défi, il oppose au présent la promesse d'un prochain vertige. Le garçon repart, encore une fois. Hook, de loin, observe ces frémissements d'humanité comme on guette une brèche dans un rempart. Il sait qu'il lui faut frapper au moment juste, quand l'enchantement vacille, quand le désir de rentrer brûle plus fort que la honte d'avoir fui. Il sait aussi que Peter ne pardonne pas l'hésitation. Le tri de ceux qui grandissent commence dans un éclair de lucidité et se termine dans une nuit qui ne porte plus de nom. Alors Hook affine son plan, non pour se venger, mais pour rompre l'anneau de répétition qui tient l'île en lévitation. Car si un seul enfant rentre vraiment, si un seul raconte la vérité de l'éclat brisé, toute la peinture craquera. L'illusion a besoin de silence. La parole la tue. Et il n'y a rien que Peter craint davantage que la mémoire retrouvée dite à voix haute face au jour. Il est des nuits où la mer de Neverland se cabre comme un animal indocile. Le ciel se gorge d'éclats verts et violets et l'air se charge d'une tension presque électrique. C'est dans ces instants que la vérité de l'île se devine le mieux. Les garçons rient encore, inconscients, mais le vent porte une angoisse sourde. On raconte que l'île change de forme, qu'elle respire et se tord pour empêcher quiconque d'atteindre la sortie. Ceux qui ont essayé de s'enfuir témoigneraient, s'ils avaient survécu, que le chemin se déplace sous leurs pieds, que les repères disparaissent, que les lagons se ferment comme des pièges. C'est un labyrinthe vivant, mais dont le cœur bat au rythme de Peter. Il est le maître et l'esclave de ce territoire. Il le façonne autant qu'il en est façonné. Peut-être même que l'île n'est qu'une excroissance de lui, un prolongement de sa volonté ou de sa malédiction. Pour les enfants, la confusion devient vite naturelle. On oublie d'avoir voulu rentrer, on oublie qu'on avait une maison, une famille, on ne se souvient plus que d'avoir toujours été là, dans cette clairière où la lune rase les troncs, dans cette grotte où la mer roule des perles noires. Le présent engloutit tout, mais parfois, un nom échappe aux lèvres, un prénom fragile qui fait vaciller l'illusion. Alors la colère de Peter s'abat. Ce n'est pas un accès de rage enfantine, c'est une autorité glaciale qui s'impose. Ses yeux deviennent durs, ses mots tranchants, ses rires aigus comme des lames. Il raconte que grandir est une trahison, que se souvenir est un crime. Il sait transformer la nostalgie en honte et la peur en bravade. Les plus jeunes tremblent, se soumettent. Les autres, ceux qui persistent à vouloir comprendre, disparaissent. Éclaircir, disait Barry, un verbe léger pour un destin sans retour. Wendy a senti cette menace plus d'une fois. Elle qui portait en elle un instinct de sœur, presque maternel, a compris que Peter n'aimait pas ce rôle. Il tolérait sa douceur tant qu'elle servait le jeu, mais détestait qu'elle parle de rentrer, qu'elle évoque le baiser d'une mère ou la chaleur d'un foyer. Pour lui, ces mots étaient du poison, parce qu'ils rappelaient un monde qu'il a perdu, ou qu'il a dû abandonner pour rester ce qu'il est. Il ne veut pas se souvenir qu'il a eu, un jour, une maison, des parents, un berceau. Cela menace la coque vide qu'il s'est fabriquée pour ne jamais vieillir. Et pourtant, tout chez lui crie la fracture. Son ombre folle, sa mémoire trouée, son rire qui ne sonne pas juste. Hook connaît ses failles. Il en vit. Il sait que Peter a dû payer un prix terrible pour son éternité. Les légendes murmurent qu'il a échangé son âme ou sa part humaine contre l'éclat immortel de l'enfance. Il a renoncé à grandir non par rébellion, mais par pacte. Et ce pacte, il l'entretient en sacrifiant ceux qui le suivent. L'île prospère sur leur innocence, se nourrit de leur oubli. Hook veut rompre ce cercle. Voilà pourquoi il traque sans relâche, pourquoi il guette chaque frémissement, chaque faille dans la parade joyeuse. Ce n'est pas un capitaine cruel, mais un homme hanté par le devoir de briser l'ensorcellement. Son crochet n'est pas seulement une arme, c'est une cicatrice vivante, la preuve d'une survie que Peter n'a pas supportée. Un soir, les deux se retrouvent face à face, quelque part entre la crique aux sirènes et le pont noirci du Jolly Roger. Les flots sont huileux, les lanternes claquent sous le vent salé. Peter flotte plus qu'il ne se tient, silhouette fine mais tendue, et ses yeux reflètent les éclats phosphorescents de la mer. Hook avance avec prudence, ses bottes crissant sur le bois. Pas de duel héroïque ici, pas de règles. Juste deux forces irréconciliables. L'une figée dans une enfance affamée, l'autre mûrie par la douleur et l'exil. Peter attaque avec la grâce d'un prédateur aérien. Hook répond par la ruse, la connaissance du terrain, les souvenirs qui donnent du poids à ses gestes. C'est un choc presque philosophique. Le refus de grandir contre la nécessité de survivre. Le combat n'a rien d'un jeu, mais Peter continue de rire. Ce rire est une arme, un rideau sonore qui cache la peur, ou peut-être l'absence de peur, un vide pur. Hook sent qu'il ne combat pas un enfant, mais un principe déformé. La jeunesse arrachée à son cycle naturel est transformée en piège éternel. Chaque coup de crochet n'est pas pour tuer, mais pour percer le mensonge, pour montrer aux garçons qu'un adulte peut exister et ne pas être monstre, que grandir n'est pas mourir, que la fuite n'est pas liberté. Mais Neverland n'est pas neutre. L'île protège son seigneur. Les arbres s'inclinent, les vagues se soulèvent, les fées sifflent, des alarmes invisibles.
L'air devient plus lourd, comme si la mémoire elle-même essayait d'étouffer Hook. C'est là que Wendy intervient parfois, pas comme une guerrière mais comme une fissure. Sa voix, douce mais ferme, réveille un écho que Peter voudrait taire, l'idée qu'on peut choisir. Chaque mot qu'elle lance, maison, mer, chaleur, est un grain de sable dans l'engrenage parfait du mensonge. Les garçons écoutent, hésitent, certains se souviennent d'un jouet, d'un repas, d'une chanson, le charme se craquelle, Peter sent la faille et devient furieux. Plus qu'une colère, c'est une peur nue qui surgit, un spasme d'ombre dans ses yeux. Car si les enfants se rappellent, s'ils osent vouloir rentrer, son empire s'effondre. L'île ne peut survivre que tant qu'elle est désirée. Le désir se nourrit d'oubli. Sans oubli, il n'y a plus de paradis. Il n'y a qu'un sol mouvant où se révèle la solitude immense de Peter. Hook profite de ses fissures, mais il sait qu'il joue contre plus fort que lui. La magie, l'île, l'éternité, tout conspire pour garder ses proies. Pourtant, il persiste, car il n'y a pas pire que de laisser l'enfance devenir un piège. Il est celui qui a échappé au filet, qui a payé de son corps et de son esprit la sortie, et qui revient, encore et encore, pour tendre une main, même armée, à ceux qui pourraient fuir. Il existe un instant suspendu où l'illusion de Neverland se fissure. Ce n'est ni le fracas d'une bataille, ni la morsure d'un crochet. C'est un simple souvenir, une étincelle qui revient malgré la brume. Parfois, c'est un nom crié dans le sommeil. Parfois, un parfum de cheminée ou la silhouette d'un chien couché au pied d'un lit. Ces détails infimes percent la toile enchantée comme une aiguille froide. Les garçons, hagards, cessent de rire. Ils cherchent un repère qu'ils ne savent plus nommer. Peter s'en rend compte avant eux. Son sourire se fige, ses yeux deviennent durs, et la lumière de l'île change. Ce qui était doré devient plomb. L'air se fait dense, comme si la jungle entière retenait son souffle. C'est là qu'on comprend qu'il ne protège pas ses compagnons. Il protège son royaume contre leur mémoire. La mémoire est son plus grand ennemi. Elle réintroduit la ligne du temps, cette flèche invisible qu'il a brisée. Se souvenir, c'est vouloir avancer, avancer, c'est vieillir. Il ne peut pas l'accepter. Alors il combat, pas avec des épées seulement, mais avec des histoires. Peter réécrit les récits. Chaque fois qu'un enfant se souvient d'un père, d'une rue, d'une berceuse, il réinvente aussitôt une aventure plus forte, plus éclatante, qui avale le passé. Il change les règles pour rester centre de gravité. Ces faits l'assistent, distillent une poussière qui endort les doutes. Les sirènes chantent des refrains sans paroles, capables de dissoudre les larmes. Mais ces défenses ne sont pas infaillibles. Elles craquent devant la force brute d'un attachement humain. C'est là que Wendy devient redoutable, car elle incarne tout ce que Peter a renié. Le fil invisible qui ramène vers le foyer. Wendy, lorsqu'elle raconte, brise la boucle. Elle parle avec douceur mais sans enjoliver. Elle évoque la maison, les parents qui veillent, l'odeur du pain chaud, les couvertures tirées sur les épaules. Elle rappelle que grandir n'est pas un exil mais un chemin, que le monde adulte n'est pas seulement punition mais aussi protection, amour, construction. Ces mots simples agissent comme un sort contraire, un contrepoison. Autour d'elle, les visages changent. Certains garçons pleurent, d'autres reculent, frappés par une nostalgie brutale. Peter hurle alors, un cri qui fait trembler les arbres et blanchir la mer. Ce cri n'est pas seulement colère, c'est la peur d'être seul, de perdre son armée d'âmes suspendue. Hook, lui, attend cet instant. Il ne peut pas lutter contre la magie par la magie, il n'en a pas, mais il sait exploiter la faille émotionnelle. Lorsque Wendy éveille la mémoire, il intervient. Son navire surgit comme un cauchemar de bois sombre et de voiles sanglantes. Ses canons ne tonnent pas tout de suite. Il n'a pas besoin de tuer. Il vient offrir une alternative. Le retour, même dur, même douloureux. L'image d'un adulte debout, résolu, capable de survivre hors de l'enfance éternelle, c'est déjà une arme. Les garçons voient en lui ce qu'il pourrait devenir, pas un héros immaculé, un homme blessé, incomplet, mais vivant. Et cette vision suffit parfois à rompre le charme. La mer devient alors champ de bataille psychologique. Peter crie que Hook est un menteur, qu'il veut les asservir, qu'il hait les enfants. Il redouble d'histoires terribles où les adultes brisent les rêves et enferment les âmes. Il agite la peur la plus profonde, celle de vieillir pour rien, de devenir terne, oublié. Mais Hook oppose un autre discours, rugueux et sincère. Grandir, c'est souffrir, mais aussi aimer. C'est perdre, mais apprendre à recommencer. C'est devenir libre d'une autre manière. Dans son œil fatigué brûle une vérité que Peter ne peut imiter, l'expérience. La confrontation est d'autant plus tragique que Peter n'est pas entièrement mauvais. Sous sa cruauté, il y a un enfant trahi. On devine qu'il fut abandonné ou qu'il a fui un monde qui l'effrayait. Il n'est pas né démon, il l'est devenu à force de refuser la douleur. Mais ce refus s'est mué en piège pour d'autres. Il a choisi de couper son ombre, c'est-à-dire son passé, pour n'être plus que légèreté. Mais sans ombre, on ne vit pas, on flotte. Et pour ne pas sombrer dans le néant, il attire à lui des présences à consumer. Parfois, on l'aperçoit seul sur un promontoire, regard perdu vers l'horizon. Son rire cesse, ses épaules tombent. Il est minuscule, silhouette fragile contre la mer infinie, on pourrait presque le plaindre. Mais l'instant d'après,
Il sent qu'on le voit ainsi et tout se referme. Le masque revient, le sourire s'aiguise, et l'enfant immortel redevient chasseur. Cette oscillation le rend plus dangereux, parce qu'elle prouve qu'un fragment d'humanité subsiste. Et ce fragment souffre. Or, une douleur sans fin devient souvent prédatrice. Hook sait cela mieux que quiconque. Peut-être est-ce ce qui le rend obstiné. Ce qu'il combat n'est pas seulement un ennemi extérieur, c'est la tentation en lui de céder à l'oubli, de se laisser happer par une enfance figée. Il sait ce qu'il perdrait alors, sa mémoire, sa douleur, mais aussi sa dignité. Le crochet qu'il brandit est à la fois arme et rappel. Je suis amputé mais entier. Je ne suis plus un enfant, mais je suis vivant. Chaque confrontation entre lui et Peter devient ainsi un drame intime plus qu'une guerre classique. Les coups d'épée, les cris, les ponts brisés ne sont que la surface. En dessous, c'est un combat pour l'âme des enfants. S'ils choisissent Peter, ils perdent le temps, la mémoire, l'avenir. S'ils suivent Hook ou Wendy, ils affrontent la douleur mais retrouvent leur histoire. L'île tremble à chaque victoire de la mémoire. On dit qu'elle se morcelle, que ses rivages se déplacent, que ses couleurs se ternissent dès qu'un enfant songe à rentrer. C'est parce que Neverland n'est pas un lieu physique, c'est un rêve figé. Les rêves meurent quand on se réveille. Peter le sait et c'est pour cela qu'il lutte avec une rage désespérée. Il défend sa propre survie. Il n'est pas un simple tyran, il est un naufragé agrippé à son radeau. Mais en sauvant son éternité, il condamne les autres à s'y noyer. Lorsque l'aube finit par se lever sur Neverland, la lumière n'y ressemble jamais à celle du monde réel. Elle est pâle comme filtrée par une eau trouble. Pourtant, c'est dans cet entre-deux que la décision se prend. Les enfants éveillés par Wendy, parfois rattrapés par Hook, voient soudain l'illusion pour ce qu'elle est, une belle cage. Certains tremblent, incapables d'avancer, d'autres font un pas, hésitent, puis reculent, happés par la peur de grandir. Mais il en suffit d'un qui tienne bon pour que le charme vacille. Un seul qui ose dire son nom, qui ose pleurer sa maison. Ce moment, Peter le redoute plus que tout, car la brèche qu'il a jadis refermée dans sa propre vie pourrait s'ouvrir à nouveau. S'il entend trop souvent ces mots, mère, père, retour, son royaume se délite. Il tente alors tout, flatterie, menace, promesse plus grande que le ciel. Il raconte que le monde adulte, aigre et cruel, incapable de comprendre les cœurs libres. Il fait miroiter une éternité de jeux et de victoires, mais ses yeux le trahissent, car au fond, il sait. Lui-même a fui par peur de cette douleur et n'a trouvé qu'un vide immortel. Hook, debout sur son pont, regarde sans pitié mais sans joie non plus. Sa victoire n'est pas triomphale, c'est une délivrance amère. Quand un enfant accepte de rentrer, Hook ne sourit pas. Il détourne parfois la tête, comme pour cacher ses propres souvenirs. Il sait que ce retour coûtera des larmes, des années d'apprentissage, des blessures que Peter voulait éviter. Mais il sait aussi qu'il n'y a pas d'autre chemin vers la vraie liberté que d'affronter la fin de l'enfance. Wendy, elle, continue de murmurer, tissant patiemment un lien invisible entre ceux qui hésitent et le monde oublié derrière la fenêtre. Sa voix a la douceur d'un fil qui ne rompt pas, même sous le poids des tempêtes. Peu à peu, l'île se contracte. Les arbres se figent, les rires s'éteignent, la mer se retire. Neverland existe parce que quelqu'un y croit. Quand la croyance faiblit, le rêve se délite. Peter lutte, griffe l'air de ses cris, mais sa silhouette vacille, comme une ombre trop longtemps détachée de son corps. On pourrait presque tendre la main pour le sauver lui aussi, mais il refuse. Il n'a jamais voulu revenir. L'idée même de redevenir un enfant mortel lui est insupportable. Il préfère s'enfoncer dans son éternité creuse plutôt que de rouvrir la porte qu'il a claquée. C'est là sa tragédie, avoir choisi l'immortalité comme on choisit le silence, et devoir l'imposer aux autres pour que le silence tienne. Certains soirs, à Londres, des parents jurent pourtant entendre un rire lointain frôler les cheminées. Des fenêtres se soulèvent toutes seules, des rideaux frissonnent. Ils continuent à rôder, car d'autres enfants rêvent encore de s'évader. Mais ceux qui sont revenus savent désormais mettre des serrures à leurs songes. Ils racontent à voix basse que la liberté absolue cache un prix, que les mondes où l'on ne grandit jamais ne sont que des prisons déguisées. Ils apprennent à aimer malgré la perte, à rire même quand le temps file, à chérir l'ombre comme la lumière. Et ce savoir suffit à tenir la créature à distance. Hook disparaît parfois aussi, son bateau glissant entre deux mondes, silhouette fantôme, sur une mer qui n'existe plus tout à fait. Peut-être continue-t-il sa chasse, non pour tuer, mais pour guetter et protéger. Peut-être que chaque fois qu'un enfant frôle l'appel de Peter, une lame scintille quelque part, prête à rompre le charme. On l'appelle pirate, mais dans ses histoires secrètes, il est le veilleur, le témoin de ce qui se cache derrière les promesses de poussière d'étoiles. Quant à Peter, il demeure insaisissable. Il n'est pas qu'un démon ni qu'un enfant perdu. Il est la part de nous qui voudrait arrêter le temps. Il vit dans chaque regret de grandir, dans chaque désir de rester léger et invincible. Mais il nous rappelle aussi, malgré lui, que figer l'instant finit par tuer ce qui le rendait beau. Son rire n'est plus qu'un écho, avertissement travesti en jeu. Alors, quand une nuit la fenêtre s'ouvrira et qu'un souffle étrange fera trembler les rideaux, souvenez-vous, derrière le charme d'un garçon qui vole, il y a une île qui dévore les noms et une éternité qui se nourrit d'oubli.
Résister, ce n'est pas refuser la magie, c'est refuser de s'y perdre. Grandir n'est pas trahir l'enfance, c'est la sauver de l'oubli. Et si un jour vous entendez au-delà du brouillard le tic-tac obstiné d'un crocodile, sachez qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui veille à ce que l'histoire ne se répète pas. Un homme qui fut peut-être le premier des perdus, mais qui a choisi de vivre coûte que coûte, car il vaut mieux un cœur cabossé qu'un rire vide.